Bonjour Pauline. Bonjour. Le sujet du travail du sexe et des travailleuses du sexe n'est pas un sujet dont on ne devrait pas parler. Au contraire, c'est un sujet, je pense, dont il faut se saisir, qu'il faut documenter. Il faut aussi interroger les personnes concernées. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage Vilaine fille, édité chez Anne Carrière. Et parce que justement on a un peu tendance en fait à oublier la parole des concernés sur ce sujet, et il y a beaucoup de journalistes ou même il y a la culture, le journalisme, les médias se sont intéressés à ce sujet, mais en donnant parfois des images plutôt stéréotypées, ou du moins qui n'étaient pas forcément représentatives de la diversité des situations sur le terrain et dans la réalité. Et du coup, c'est en ça que je pense que c'est un sujet dont il faut s'emparer, mais avant tout en donnant la parole justement aux travailleurs et aux travailleuses du sexe pour leur donner ce droit à la parole dont ils et elles ont souvent été privés. Et une dénomination qui, quelque part aussi, est peut-être plus politique, qui politise cette condition-là, et c'est un terme, en fait, le terme de travailleuse du sexe ou travailleur du sexe, il a été approprié par de nombreuses personnes de cette communauté, justement parce que, par exemple, le terme de prostitution recouvrait pas en fait l'ensemble des réalités, et donc dans l'appellation de travailleur ou travailleuse du sexe, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui vont être performeuses dans le porno, il y a des camgirls, il y a des escortes, il y a des travailleuses de rue. Il y a beaucoup en fait de situations différentes, et c'est en ça que la dénomination travailleuse du sexe a été appropriée par certaines personnes, justement pour à la fois parce qu'elle est peut-être plus politique, et parce qu'elle revendique une sorte de statut aussi, le fait que ça peut être un travail à part entière, ça peut être vécu comme tel du moins, et que ça recouvrait aussi une diversité de réalités, et que c'était peut-être moins réducteur que le simple mot de prostitution. Le titre du livre Vilaine fille fait plus référence en fait au stigmate de putain, entre guillemets, qui peut en fait toucher toutes les femmes selon en fait nos comportements ou nos sexualités supposées. Et en ça, en fait, c'est ce que je dis dans le livre, il y a une classification sociale entre les femmes dites respectables et les femmes dites indécentes, qui, par leur comportement ou par, encore une fois, leur sexualité supposée, vont être stigmatisées ou critiquées. Leur sexualité va être niée ou mal représentée ou moquée ou shamée. C'est pour ça qu'on parle aussi de slut-shaming. Et c'est en ça que l'appellation vilaine fille, en fait, elle me semblait intéressante, parce qu'elle peut... on peut toutes, en fait, à un moment ou à un autre, être jugée socialement comme une vilaine fille, ou du moins comme quelqu'un de pas respectable, en raison de toutes ces choses-là. Et c'est aussi quelque chose c'est une appellation qui permet de dénoncer aussi quelque part ce genre de mots, dans une idée justement de réappropriation du stigmate chose que font beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe. Socialement, ce qui décide de la respectabilité d'une femme, ça peut être des institutions, des normes culturelles dominantes, des normes sociales dominantes, le contrôle des corps, et globalement la culture sexiste, patriarcale et capitaliste qui opère ce contrôle permanent sur les corps féminins. Et ça, évidemment, ça va irriguer en fait les rapports sociaux, les rapports entre personnes, les représentations culturelles, les films, les articles de presse. Et donc, qui décide de qui sont les vilaines filles ? J'ai envie de dire que ce contrôle, il est permanent, et il peut vraiment venir de partout. Il peut venir de partout, il est omniprésent. Et c'est en ça que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a une chercheuse, Gaëlle Fetterson, qui a parlé justement du stigmate de la putain, et qui a essayé de dresser un peu une liste de toutes les choses qu'on pouvait reprocher aux femmes pour les cataloguer comme putain ou du moins non respectables. Et il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple le fait d'aller seule la nuit, de coucher avec qui on veut, de coucher avec beaucoup d'hommes, de avoir des rapports sexuels contre de l'argent. Et elle a fait toute une liste en fait de choses qui sont jugées non respectables socialement, mais après tout peut rentrer dans ces catégories, puisque encore une fois on peut être jugé pas respectable à plein de moments donnés par des personnes différentes, et c'est en ça que c'est dur aussi
cette stigmatisation des corps et des sexualités féminines, et c'est en ça que ça nous concerne toutes et tous. C'est vrai que j'ai pas parlé de religion, mais bien sûr, ça irrigue aussi les normes sociales, ça a contribué, je pense, effectivement à l'établissement de ces normes-là sur les corps et les sexualités. Ouais. En fait, il y a des discours un peu contradictoires qui cohabitent sur le travail du sexe, parce qu'à la fois, certaines personnes vont juger que c'est quelque chose de fondamentalement indigne et qui dégrade la personne. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres discours qui coexistent, qui disent que ça serait de l'argent facile, et quelque chose d'accessible et de facile, quoi. Et c'est évidemment pas... ce dont témoignent en tout cas les personnes que j'ai interrogées. Bien sûr, il y a des difficultés, il y a de la précarité économique, il y a une exposition aux violences, notamment en raison de la législation dite néo-abolitionniste. Et il y a des femmes qui le vivent très bien et pour qui c'est pas forcément difficile, mais personne ne m'a dit que c'était un métier facile. Enfin, en fait, c'est... Voilà. Et du coup, c'est des discours qui sont complètement contradictoires. Le fait de supposer que ce ne serait pas sain ou que ça serait amoral, par exemple, de recevoir de l'argent en échange de sexualité, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans, parce qu'en fait, il y a des formes de ce que certaines chercheuses, notamment une chercheuse, Paola Tabet, appelle l'échange économico-sexuel, qui est quelque chose qui va irriguer en fait les rapports hétérosexuels et qui peut se retrouver dans plein de situations où le plus souvent la sexualité des femmes est considérée comme un dû, c'est-à-dire quelque chose qui doit être gratuit, qui doit faire partie par exemple de la vie conjugale. La sexualité des femmes est censée être accessible et un dû au mari par exemple. C'est quelque chose qui... la monétisation des corps des femmes, c'est quelque chose qui existe de manière plus ou moins tacite dans différents environnements sociaux, par exemple dans certaines boîtes de nuit, c'est ce que je raconte dans le livre. Il y a des soirées où en fait l'alcool, l'entrée, le vestiaire, tout est offert aux femmes, mais vraiment pour qu'elles fassent joli, pour attirer des hommes, et à qui on fait comprendre qu'il faut qu'elles aillent parler à ces hommes. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que le fait qu'il y ait une sorte de monétisation ou de négociation dans l'échange qui soit intime ou sexuel, il n'est pas propre uniquement au travail du sexe, et c'est en ça qu'il faut entendre les voix de ces personnes-là, parce que ce sujet dit beaucoup de nous, dit beaucoup des normes de genre, des normes sexuelles, et c'est aussi le cas par exemple dans le dating. Je raconte une expérience personnelle où je suis dans une expérience de dating où la personne en face de moi en fait a tout programmé et tout fait en sorte pour coucher avec moi en échange, entre guillemets, d'un dîner, d'un taxi ou que sais-je, et c'était quelque chose de très huilé et vraiment pensé et organisé quelque part. Et du coup, ça permet aussi ce genre d'expérience qui, je pense, est commune à beaucoup de femmes dans des situations de relations hétérosexuelles. Ça permet de s'interroger justement sur, mais en fait, en quoi c'est indigne de monétiser le travail du sexe, en quoi le travail du sexe serait indigne quand certaines, encore une fois dans un cadre de travail libre et indépendant, décident de se faire payer. En fait, il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui disent toute ma vie j'ai donné de ma sexualité gratuitement et ça n'a pas toujours été à mon avantage, disons. Ma sexualité a été appropriée par des hommes ou par d'autres. Et donc, il y a une forme de réappropriation dans mon métier. Et c'est ce que disent en tout cas certaines travailleuses du sexe, pas toutes, mais c'est une partie des vécus. En fait, il y a un amalgame qui est préjudiciable à l'ensemble des travailleuses du sexe, effectivement, entre exploitation et traite des êtres humains et travail du sexe indépendant, qui sont deux choses différentes. Cependant, dans le livre, j'évoque quand même ce sujet, puisqu'il y a plusieurs femmes victimes de la traite, notamment des femmes nigériennes qui exercent dans la rue, qui sont en situation d'exploitation dans la rue à Poitiers. Et c'est des personnes qui témoignent de ça, et notamment une qui s'appelle Beauty et qui en fait a déposé plainte contre le réseau qui l'exploitait et qui a réussi à s'enfuir, et qui aujourd'hui justement essaie d'obtenir des papiers et de faire en sorte que ces personnes soient condamnées. Donc j'en parle également, mais ce dont je parle aussi, c'est effectivement de ça, du fait que ce ne sont pas les mêmes choses. Le travail du sexe indépendant,
c'est une liberté que prennent certaines personnes, ou du moins qui le revendiquent comme telle, et la traite d'êtres humains, c'est un crime qui est puni, qui est condamné, et qui relève en fait d'une autre réalité. Disons que la sexualité, c'est un espace, dans l'idéal, de plaisir, d'exploration, de découverte, mais est-ce que oui, disons qu'il n'y a rien de mal à ça, et justement, c'est ce que disent aussi les travailleuses du sexe, qui aussi, on en parle moins, mais qui accompagnent certaines personnes souvent qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité, des troubles sexuels, des troubles de la libido, ou qui ont, je sais pas, qui vivent une certaine solitude. Et d'ailleurs, dans le livre, je m'intéresse également aux femmes clientes du travail sexuel, dont une partie également font appel à des travailleuses ou des travailleurs du sexe parce qu'elles rencontrent des difficultés dans l'accès au plaisir, peut-être parce qu'elles ont des douleurs ou des difficultés à rencontrer des personnes qui prennent vraiment en compte leurs besoins et leurs envies, leurs fantasmes. Et donc, c'est la sexualité, en tout cas c'est ce terrain-là d'exploration, et les travailleuses du sexe sont bien placées pour en parler, et c'est pour ça que je pense qu'il faut les écouter et entendre ce qu'elles ont à dire sur le sujet, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Après, la sexualité n'est pas forcément à la base des relations humaines. Il y a des personnes qui vivent sans sexualité, qui en ressentent pas le besoin. Mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas être stigmatisé comme quelque chose de sale, de négatif, ou de fondamentalement violent. La sexualité, juste au contraire, c'est un terrain d'exploration, et justement, c'est aussi un terrain où on peut remettre en question les normes de genre et les normes sexuelles. Que ce soit par des pratiques, par des jeux, par des négociations, et par le fait en fait de faire ce dont on a envie, de manière consentie évidemment, mais c'est un espace qui doit être réapproprié, je pense, et peut-être surtout par en tout cas qui doit être réapproprié par tout le monde, et par les femmes, dans le sens où on les a privées de cette dimension-là d'exploration, et on continue de les stigmatiser pour ça, par exemple avec le stigmate de la salope, ou de celle qui a une trop grande sexualité, ou une sexualité supposément trop active. Et d'ailleurs, il y a Bertoul Borrebeck qui en parle dans son livre « Balance ton corps », qui parle très bien de ce sujet, et du slut-shaming et de la stigmatisation des salopes, et qui, justement, elle a écrit un manifeste pour dire que la sexualité, c'était un terrain, encore une fois, d'exploration et de potentielle libération, et qu'en fait, il fallait cesser justement de stigmatiser les sexualités féminines en particulier, pour redonner de la liberté à chacun et à chacune. Disons que c'est une parole qui a été tellement confisquée, et qui a été mal interprétée, ou mal traduite, mal retranscrite, que ce soit dans des reportages sensationnalistes, ou dans le fait de les caricaturer en des figures très stéréotypées, soit très sexualisées, très glamourisées, au contraire des figures plus, avec une vision plus misérabiliste. Donc oui, c'est une forme de féminisme et d'humanisme que de tendre le micro à ces personnes, que de publier aussi leurs livres à elles, que de leur donner une place en fait dans le dialogue et la conversation globale actuelle sur le féminisme et les sexualités. Ça me semble très important. Disons qu'elles sont très bien placées pour en parler, et que leur parole est précieuse, et que c'est des personnes qui ont des savoirs et des compétences précieux, qu'il est très intéressant d'interroger, et moi ça m'a beaucoup appris et aidé d'être à leur contact, même si bien sûr on n'a pas parlé que de plaisir, on a aussi parlé de violence, de difficultés, de ce que c'est que l'accès au droit quand on est une travailleuse du sexe. Ce ne sont pas des sujets faciles, mais j'ai énormément appris sur justement les normes de genre, les sexualités, les représentations du plaisir, du sexe, et toutes ces choses-là à leur contact, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. Bien, merci beaucoup, Pauline, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous.